Bonjour à tous. Alors, en fait, j'étais non pas dans le désert, mais je parlais finalement tout seul. Et donc, je vais recommencer, hein. Et désolé déjà de ce problème de connexion, mais la technique, c'est pas toujours très simple. Voilà, je vais me présenter. Donc, je suis le docteur François Duforest, je suis médecin du sport et médecin du sommeil. Je suis praticien hospitalier donc au Centre du sommeil et de la vigilance de l'Hôtel-Dieu de Paris, et je m'occupe également d'une société qui s'appelle European Sleep Center, qui travaille plus pour des gens en situation un petit peu compliquée, un petit peu extrême. Alors, ce que je vous avais commencé à exprimer, c'était déjà de faire que je vais parler avec vous pendant à peu près 20 minutes pour vous exposer un petit peu pourquoi je suis là et pourquoi la lumière et les caractéristiques de la lumière sont importantes pour l'espèce humaine. Et puis ensuite, à travers le chat, j'essaierai de répondre à des questions peut-être groupées qui me permettront d'analyser vos besoins et si possible, si je suis capable de le faire, de répondre à des questions extrêmement concrètes et pratiques. Donc ce que j'avais prévu avec vous, c'était déjà de faire un petit rappel de l'importance de la lumière pour l'espèce humaine. Alors on va remonter un petit peu loin, mais je vais aller vite dans le temps. La première chose, c'est les 200 000 ans où l'espèce humaine est arrivée sur Terre. Je parle de l'Homo sapiens, bien sûr, et qui a envahi le monde et qui est devenu l'espèce dominante, alors que dans la chaîne alimentaire, l'espèce humaine était une espèce un petit peu faible, hein, qui courait longtemps mais pas très vite et qui n'était pas très costaud, mais par contre elle était intelligente. Et cette espèce humaine s'est développée dans la Corne de l'Afrique, où la lumière s'étalait entre 6 heures du matin et 18 heures, et que au fur et à mesure des générations, eh bien, l'Homo sapiens était actif le jour, beaucoup le matin d'ailleurs, puisqu'il est très stimulé, pour aller chercher et survivre, un petit peu moins quand il faisait très très chaud, et c'est la baisse de la vigilance classique qu'on a encore dans nos gènes aux alentours de 14 heures, entre 13 heures et 16 heures, et puis ensuite une activité qui diminue et qu'il fallait qu'on se protège, puisque étant une espèce relativement faible physiquement, il fallait la nuit survivre à toutes ces bêtes qui nous voulaient un petit peu de mal. Et donc cette lumière, elle était basée sur la rotation terrestre et autour de 24 heures. Et notre horloge biologique, dont je vais vous parler après, eh bien cette horloge biologique, elle est totalement calée sur la rotation terrestre, 24 heures, mais on va s'apercevoir que génétiquement, il va y avoir quelques petites différences. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, très rapidement, pour se protéger, eh bien, une chose qui nous a permis aussi de survivre, c'est l'invention du feu. Parce que l'invention du feu, c'était une manière de passer du jour où on voit les choses à la nuit où on ne les voit pas. Eh bien, ce feu nous a permis de faire des veillées, de se regrouper, d'être en tribu, et donc de survivre. Et je pense que c'est des choses intéressantes, puisque on apprécie toujours la veillée au coin du feu, mais quand vous regardez la couleur du feu, c'est une couleur orangée, c'est une couleur extrêmement plaisante qui permet de détendre, de relaxer le cerveau, à passer dans un autre monde qui est le monde de l'inconscient, qui est le monde du sommeil. Donc l'invention du feu, pour plein de raisons, a été quelque chose de très positif pour la survie de l'espèce. Je poursuis les siècles très, très rapidement, et puis je vais arriver à un point clé qui est l'invention de l'électricité. L'invention de l'électricité, il y a 120 ans, une ampoule qui va illuminer le monde et faire que, eh bien, on peut travailler la nuit, on peut faire des choses la nuit, on est plus en sécurité, le jour, la nuit, et résultat, ça s'est traversé les âges jusqu'à les années 2000 à peu près, avec une lumière un peu particulière qui est une lumière jaune. Vous savez que c'est une lumière à incandescence, et la révolution qui est arrivée très rapidement, c'est dans les années 2000, l'invention des LED qui, pour des raisons économiques, pour des raisons technologiques, a modifié totalement également la notion d'éclairage et qui a joué sur une autre partie de la science qui est celle dont je fais partie, c'est la partie des médecins, la partie des scientifiques qui se sont dit, mais finalement, est-ce que de changer de lumière, est-ce que d'être dans des environnements lumineux, ça a un rôle sur la santé, sur la performance, mais aussi sur le bien-être, hein, et pas simplement que sur la santé. Et là, je vous citerai deux choses qui me semblent être intéressantes dans cette réflexion qu'on a aujourd'hui ensemble. La première, c'est que on s'est aperçu que l'espèce humaine qui avait essaimé partout, il y avait quand même beaucoup de gens dans les études épidémiologiques sur le sommeil qui avaient beaucoup de troubles du sommeil. C'était des Scandinaves, c'était des Suédois, des Norvégiens, des Canadiens dans l'Amérique du Nord. Comme par hasard, il manquait de lumière pendant l'hiver et toute une série de pathologies de type dépression saisonnière, de type trouble du sommeil, débouchant sur des choses moins
moins joyeuses, hein, comme le suicide et ainsi de suite. Et c'était vraiment ces populations-là, alors que les populations qui vivaient autour de l'équateur avaient moins ces problèmes de sommeil. Le deuxième point dont on s'est aperçu aussi, c'est que dans le monde occidental, c'est-à-dire les gens qui utilisent des smartphones, qui utilisent donc ces LED qui sont particuliers, ben, les gens dorment de moins en moins. Et pour la première fois, juste avant le Covid, on s'est aperçu que la population française dormait moins de 7 heures par 24 heures. Ce n'était jamais arrivé. Et quand je vous parle de la France, c'est pire au Japon, c'est pire aux États-Unis, où les évolutions technologiques et l'environnement des LED est extrêmement présent. Donc on s'est posé des questions de savoir, depuis les années 2000, mais qu'est-ce qui fait que les gens dorment moins bien, sont plus stimulés, et est-ce que c'est pas finalement uniquement l'environnement lumineux et pas simplement l'environnement sociologique qui nous programme ça. Et donc, les années 2000 ont montré qu'on a identifié très clairement maintenant que la lumière était très importante pour un petit zone du cerveau qu'on appelle l'horloge biologique. Cette horloge biologique, c'est quelques millimètres cubes de neurones qui sont placés au centre du cerveau, derrière les yeux. Sans rentrer trop dans le détail, ça s'appelle les noyaux suprachiasmatiques. Et cette horloge biologique a une puissance incroyable parce que non seulement elle détermine le sommeil et la veille, mais également l'humeur, également ce qu'on appelle le système nerveux végétatif, c'est-à-dire la fréquence cardiaque et la respiration. Donc beaucoup de choses qui finalement ont un impact non seulement sur la santé, bien sûr sur le bien-être, mais aussi sur le fonctionnement global du corps humain. Et donc, en résumant, on s'est aperçu que c'était des voies non visuelles qui, justement, avaient le plus d'effet sur la lumière et sur l'horloge biologique, et que ce n'est pas toujours ce qu'on voyait, mais c'était plutôt l'environnement lumineux qu'on percevait. Et d'un point de vue très concret, la lumière, en étant très pratique, on s'aperçoit que la lumière solaire, la lumière blanche, est une lumière polychromatique. Regardez l'arc-en-ciel quand il pleut et qu'il y a une diffraction de la lumière. Ben, en fait, la lumière blanche n'est pas que de la lumière blanche pure, elle est plusieurs couleurs. Et ces plusieurs couleurs, c'est ce qu'on appelle ces longueurs d'onde qu'on voit bien lors de l'arc-en-ciel. Bien, les LED vont vous permettre de les identifier. Et pour rester extrêmement, encore une fois, très pratique, on s'est aperçu que la lumière de l'aube était une lumière blanche enrichie dans le bleu, comme la lumière des smartphones, et que si vous êtes exposé à des lumières blanches enrichies dans le bleu, avec une longueur d'onde petite, on parle de 450 nanomètres pour les spécialistes, mais extrêmement puissante, ben vous bloquez la sécrétion de mélatonine. Et donc, si vous faites ça le soir, ben vous ne dormez pas, vous dormez beaucoup moins bien, et vous retardez l'endormissement, alors qu'à l'inverse, des couleurs orangées, ambrées, qui sont concrètement au-dessus de 570 nanomètres, étaient beaucoup moins énergétiques et facilitaient l'augmentation au niveau du cerveau de cette hormone du rythme, et notamment des rythmes veille-sommeil qu'on appelle la mélatonine. Et donc ça a des conséquences extrêmement intéressantes et importantes, c'est que en fonction de la qualité de la lumière, eh bien, vous aurez des effets différents sur la vigilance ou alors plus facilement sur l'entrée dans le sommeil. Et donc ces réflexions-là nous ont amené à plusieurs études, et je voudrais vous citer des choses très, très concrètes et très pragmatiques. La première chose, c'est que, eh bien, dans le travail posté, à peu près 4 millions de Français travaillent en horaire décalé. On s'est aperçu que si vous soumettez à une lumière blanche des gens qui travaillent, au bout d'un certain nombre d'années, ces gens deviennent hypertendus, ces gens commencent à avoir des problèmes de santé relativement importants et deviennent insomniaques. Donc, les Canadiens qui ont beaucoup bossé dessus, on s'est dit, mais on ne peut pas laisser les gens comme ça. Et donc, il y a eu des réflexions sur comment finalement mieux dormir quand on rentre chez soi le matin, ce qui n'est pas fait pour ça. Et 2 études ont bien montré que lorsque vous rentrez chez vous le soir, quand vous ne travaillez pas en travail posté, ou quand vous rentrez chez vous dans des situations un petit peu compliquées, qui sont par exemple quand vous êtes en travail posté, eh bien, de s'exposer à des lumières rouges-orangées facilite l'endormissement et facilite l'entrée dans un bon sommeil. Je vous parle d'études qui ont été faites sur Terre, hein, à la fois pour des policiers en patrouille, mais aussi pour des gens qui travaillaient la nuit. Mais le processus est le même dans l'espace, où là, pour des populations un petit peu extrêmes, si vous soumettez les gens à des situations où
c'est la lumière solaire et uniquement la lumière solaire, les gens ne dorment pas. Et donc, en faisant varier la qualité de la lumière, eh bien, on facilite l'endormissement. Et dans la navette spatiale, à l'heure actuelle, quand on voit Thomas Pesquet, on s'aperçoit qu'il est dans un bain de lumière qui est ambré, qui est orangé, qui facilite l'endormissement. C'est la même chose dans les sous-marins nucléaires, hein, où les gens qui sont isolés pendant 3 mois, eh bien, vous avez des variations de lumière, lumière blanche enrichie dans le bleu pour être actif le matin, et finalement retrouver le rythme solaire qui est autour de 24 heures et qui permet de s'endormir plus facilement avec une lumière ambrée et orangée. Donc on voit très bien que la qualité de la lumière et la qualité de l'environnement lumineux va jouer sur non seulement l'entrée dans le sommeil, mais aussi sur l'humeur et aussi sur la capacité à passer d'un état de vigilance de plus en plus tendu dans le monde moderne avec toutes ces notions d'incertitude et d'anxiété, à un monde inconscient, ce monde du sommeil qui va vous permettre de récupérer à la fois physiquement et à la fois mentalement. Et finalement, ce qui est important, ce sont les phases de transition. Et ce que nous, on a apprécié en travaillant avec Lucie Bell notamment, c'est justement que ces phases de transition soient mises en valeur. Alors, bien sûr, vous avez un appareil, l'appareil hypnose, là, qui, à mon avis, est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment promouvoir pour à la fois la bien-être, mais aussi la santé des gens. Et puis, je finirai par cette dernière anecdote qu'on a eue sur la cohérence des outils de récupération, notamment avec Lucie Bell. On a travaillé avec un club de foot professionnel, l'AS Monaco, pendant plusieurs années. Ce club a été d'ailleurs champion de France en 2017. Et parfois, on s'aperçoit qu'après un match à 21h, les joueurs ne s'endorment pas avant 3-4 heures du matin. Ce qui pose problème parce que si vous ne dormez pas bien, vous avez des risques de blessures, vous avez des risques à différents niveaux et qui fait que les kinésithérapeutes, les médecins, les entraîneurs avaient pensé il faut refroidir les gens. Donc refroidissons les gens en les mettant dans des bains froids, en faisant de la cryothérapie, des techniques de ce type-là, mais ils n'avaient pas pensé que la lumière, qui était des sialytiques pratiquement, ne refroidissait pas le cerveau. Et que si on voulait une cohérence, c'est bien de s'occuper de la nutrition, c'est bien de s'occuper des soins, de la kinésithérapie, mais dans une ambiance lumineuse qui vous permet aussi de faciliter la progression de la récupération, le fait que la mélatonine puisse monter dans le cerveau. Et ce sont des choses qui sont, à mon avis, totalement intéressantes à partager. Donc, je vous ai résumé ce qui me semblait être intéressant. Il y a certainement plein de questions que vous allez me poser. Ça sera avec grand plaisir que j'essaierai de vous y répondre. Je vais donc me brancher sur le chat et puis voir un petit peu ce que je vous ai dit, si ça vous inspire, et peut-être même entrer dans le détail si vous voulez en savoir plus. Voilà, donc je me permets d'ouvrir le chat. Hop. Voilà. Et puis donc là, il y a plein de choses. Mais est-ce que je peux voir des choses? Alors, voyons voir. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui arrivent sur le chat? Pour l'instant, j'en ai pas ou j'en vois pas. Ah, voilà, très bien. Nicole, je lis la question pour que tout le monde en profite. Réveil nocturne, 4h30 ou 5h du matin, puis se dormir 1 heure après. Comment y remédier? La chose se produit uniquement lorsqu'on est sur une période de travail ou hors de chez soi. D'accord. On obtiendrait sur le luminaire. D'accord. Voilà. Alors là, il y a plein de questions qui arrivent. Alors, je vais déjà répondre à la question de Nicole, qui est une question fondamentale sur les réveils nocturnes. Je vais le remettre dans cette optique du Covid, parce que un des points qui nous est arrivé avec le Covid, c'est que les gens ont réagi d'une manière différente, bien sûr selon l'environnement émotionnel, mais aussi si les gens étaient dans leur maison ou s'ils étaient dans un appartement pas bien éclairé et pas très lumineux et pas dans le bon sens. On a énormément de jeunes, notamment des jeunes, qui se sont mis à se décaler, c'est-à-dire à se coucher à 4 heures du matin parce qu'ils n'arrivaient pas à s'endormir et à se réveiller à 14 heures. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les retards de phase. Et on a eu plein de gens qui arrivaient à s'endormir plus ou moins bien, mais se réveillaient à 4h30 ou 5h du matin. Et on est passé d'un trouble du sommeil de l'ordre de 49% de la population française avant Covid à, en ce moment où je vous parle, à 74% des troubles du sommeil. Et pour ne rien vous cacher, avant vous, j'étais en consultation à l'Hôtel Dieu et j'ai prescrit de la luminothérapie
pour à la fois essayer de recadrer les gens sur leur rythme de sommeil. Il y a la notion d'anxiété, ça, ok, c'est un autre domaine, mais notamment, qu'est-ce qu'on peut faire sur ces réveils nocturnes? Donc, si je réponds très concrètement à la question de Nicole, les réveils nocturnes en ce moment, je veux dire d'une manière globale, il y en a de plus en plus, et c'est un vrai souci où l'important n'est pas de ne pas se réveiller, parce que plus on avance en âge, plus on a de ce genre de réveil nocturne. Par contre, c'est d'arriver à s'endormir le plus vite possible, ou tout au moins de s'endormir tellement vite qu'on ne se rend même pas compte qu'on s'est réveillé. Et donc, comment y remédier? Eh bien, c'est à la fois par des techniques non médicamenteuses, puisque tous les médicaments ont des effets secondaires et des demi-vies qui font que le matin, vous n'allez pas être très très bien. Et donc, dans ces techniques comportementales, c'est un, ne pas regarder l'heure. Je vous cite les choses très très concrètes. Deux, si ça dure longtemps, se lever. Ne pas s'exposer à une lumière trop importante, mais par exemple, si vous avez de l'hypnose, eh bien, se remettre dans un bain qui est un bain de lumière orangée qui facilite l'endormissement, associer des techniques comportementales basées sur la respiration qui vous permettent d'éventuellement d'éviter toutes ces pensées parasites et essayer justement de se rendormir le plus vite possible. Facile à dire, pas toujours facile à faire. Il faut savoir que c'est une pathologie qui touche quand même à peu près 20% des gens en ce moment d'une manière chronique et sur plusieurs années. Voilà. Alors, la question suivante, c'était la chose se produit uniquement lorsqu'on est sur une période de travail ou hors de chez soi. Eh bien, ça dépend du travail. Parce que pourquoi les gens se réveillent vers 4h30 ou 5h? C'est qu'ils sont dans une qualité de sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est extrêmement énergivore, où on l'appelle paradoxal parce que le cerveau bouge énormément et par contre, les yeux bougent aussi énormément. C'est pour ça qu'on appelle ça le REM sleep. Par contre, le corps est totalement immobile. Et le rêve est extrêmement présent en deuxième partie de nuit. Et c'est souvent dans le rêve que les gens se réveillent. Et donc, quand vous avez des rêves qui sont liés un peu au travail, parce qu'un peu anxiogène ou un peu stressant, eh bien, on a plus de chances de se réveiller dans la période de travail que particulièrement, par exemple en vacances ou parfois hors de chez soi. Voilà. Alors après les questions sur les questions plus techniques, sur que pouvez-vous dire sur le luminaire? Moi, simplement ce que je peux dire, c'est que la lumière de ce luminaire est une lumière à une longueur d'onde ambrée orangée qui fait que l'horloge biologique apprécie ce type de lumière. Après, sur la forme, ce qui nous est demandé, les tubes plus courts, je dirais ça, c'est de la problème technique qui peut concerner plus Lucibel. Moi, ce que je sais, c'est que une source lumineuse de perception, c'est pas obligatoirement de la vision centrale d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les cellules à mélanopsine, ce sont des cellules qui ont été découvertes en 2002, c'est relativement récent, vous permettent d'avoir le même effet. Après, c'est la source lumineuse qu'il faut industrialiser à ce niveau-là, donc je n'ai pas d'avis plus importante sur la forme du tube ou des choses de ce style-là. Alors, peut-on conseiller hypnose pour les personnes atteintes de problèmes oculaires? Oui, tout à fait, parce que de toute manière, les personnes qui ont des problèmes oculaires, ils ont besoin de lumière. Et que cette caractéristique de cette longueur d'onde est une longueur d'onde qui est non dangereuse. Autant le blanc enrichi dans le bleu, il faut l'utiliser avec parcimonie parce que la longueur d'onde bleue, qui est aux alentours de 450 nanomètres, est extrêmement énergétique. Pour vous donner un ordre d'idée, à 450 nanomètres, le photon, c'est-à-dire la particule lumineuse bleue, est 100 fois plus puissante que le photon blanc. Donc c'est extrêmement, avec une température de couleur extrêmement importante. Bon, et c'est comme ça, cette lumière froide est extrêmement énergétique. Par contre, quand vous arrivez sur la lumière orangée, ambrée du crépuscule, c'est une longueur d'onde qui a une faible température de couleur, beaucoup moins importante que même la lumière solaire. Et donc, il faut vraiment avoir... à ma connaissance, les ophtalmos ne posent pas de problème sur cette caractéristique de cette lumière-là. Alors, voilà, merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Est-ce que l'hypnose, c'est ça, peut aider à l'endormissement lorsqu'une personne est sous traitement des apnées du sommeil? Ah, ça, c'est aussi une question intéressante. Alors, on a le droit d'avoir deux choses. On a le droit d'avoir des apnées du sommeil, mais aussi on a le droit d'être insomniaque. Et dans votre question, il y a deux choses différentes. Le syndrome d'apnée du sommeil est un syndrome mécanique d'obstruction, généralement, qui fait qu'on fragmente son sommeil parce qu'on ne respire pas bien la nuit. Mais on a le droit aussi d'être insomniaque, c'est-à-dire d'avoir des problèmes d'endormissement, de se réveiller la nuit, et qui ne sont pas toujours créés par les apnées du sommeil. C'est là que ça devient un petit peu plus compliqué.
J'ai eu le cas cet après-midi, donc c'est intéressant que vous me posiez la question, parce que eh bien, l'hypnose est réservée dans ce qu'on sait faire, nous, sur vraiment des problématiques de stress post-traumatique, c'est-à-dire des gens qui ont eu un événement qui a déclenché l'insomnie. Et donc, c'est notre cartouche qu'on se garde à la fin, et pour justement aider à ce que les gens soient plus stables dans leur sommeil, on va utiliser des techniques qui sont des techniques basées sur la respiration, sur la fréquence cardiaque, qu'on appelle la cohérence cardiaque, donc des techniques qu'on peut utiliser dans des techniques de sophrologie, voire des techniques comportementales, et dans des bains de lumière qui finalement vont assurer les bains de transition. La luminothérapie, par exemple, est intéressante. Et cet après-midi, une personne m'a dit, mais je me suis aperçu que je suis insomniaque, mais quand je suis dans un bain qui me rassure, parce que c'est la lumière du crépuscule et je passe d'un état à un autre, ça me facilite mon endormissement. Donc plutôt que l'hypnose, je pense que gardons ça pour des thématiques un petit peu plus médicales. Ça ne peut pas aider au syndrome d'apnée du sommeil, ça c'est vraiment mécanique, mais par contre, pour aider les personnes à mieux supporter les machines quand ils ont des apnées du sommeil, je pense que les environnements lumineux sont très très intéressants. Voilà. Alors, les lunettes à filtre bleu, vous en pensez quoi? Complémentaire à hypnose pour le soir ou surcoté? Alors, je suis un petit peu gêné pour répondre à cette question, parce qu'on a eu une étude à l'Hôtel-Dieu, faite avec un fabricant de lunettes sur des filtres à lumière bleue, puis on s'est aperçu que souvent ces arguments étaient des arguments scientifiquement intéressants, mais les filtres ne sont pas toujours de très très bonne qualité, et on n'a pas trouvé de différence significative sur le sommeil des gens qui utilisaient des filtres à lumière bleue sur les lunettes, je parle bien, et des gens qui ne les utilisaient pas. Donc je pense que là-dessus, le marketing est un petit peu en avance sur la science et ce n'est pas toujours très validé. Voilà. Maintenant, ce qui est par contre validé et bien identifié, c'est que des sources lumineuses blanches enrichies dans le bleu ou plutôt orangées ici ont des effets sur le marqueur qu'on utilise qui est la mélatonine. C'est clairement prouvé. Et donc, je pense que les bains lumineux sont plus intéressants que les filtres pour l'instant sur les lumières, sur les lunettes, qui sont plutôt un argument pour l'instant que j'estime marketing. Alors, vous avez parlé du rythme cardiaque. Peut-on entendre que les personnes manquant de production de mélatonine sont plus à risque concernant les crises cardiaques? Alors, ça c'est aussi une question très intéressante. La mélatonine a un effet antioxydant, donc ça ne va pas jouer sur le rythme cardiaque en lui-même. La mélatonine a plusieurs rôles. Elle a un rôle antioxydant, c'est-à-dire de protection cellulaire, ça c'est une chose. Et puis elle a surtout le rôle de, non pas sur la fréquence cardiaque, mais plutôt sur des rythmes qui sont des rythmes de type hormonaux. Et donc si la mélatonine est importante, c'est dans, et on le sait bien dans le travail posté, c'est non pas sur les problèmes d'ordre cardiaque, mais plus sur des problèmes qui sont des problèmes d'ordre hormonaux. Et je pense notamment à des cancers, notamment le cancer du sein chez la femme ou le travail posté chez la femme. On sait qu'il y a un risque probable parce que, étant donné que les gens sont soumis à une lumière qui n'est pas adaptée à la nuit, la production de mélatonine est faible et il y a moins de protection de cette hormone par rapport notamment à ces cancers hormonodépendants. Sur le rythme cardiaque, on est plus basé sur la respiration, parce que la respiration automatique qui vient se mettre pendant le sommeil fait descendre la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Mais ce n'est pas lié à la mélatonine directement. Alors, on parle aujourd'hui de lumière bleue néfaste pour la peau. Y a-t-il la possibilité par des filtres? Alors, ça c'est une chose que je ne connais pas. Moi, ce que je sais, c'est que les ultraviolets, c'est-à-dire c'est pas la lumière bleue, c'est pas dans le spectre visible. Les ultraviolets, oui, clairement, on sait que ultraviolet et mélanome, ça fait malheureusement sens, et que la stopper par des filtres, oui, les filtres, ça peut être des crèmes, ça peut être des choses de ce style-là, ou tout simplement qu'à s'exposer à cette lumière ultraviolette. Alors, c'est pas la lumière bleue. Sur la lumière bleue, il y a des réflexions de recherche, plutôt sur la douleur, et qui seraient plutôt positives d'ailleurs. Donc là, on sort de mon domaine de compétences, mais la lumière par rapport à la peau, il y aurait cette réflexion-là sur la douleur, lumière bleue, qui passerait et qui rentrerait dans la peau sur certains récepteurs, notamment de la douleur. Mais il y a aussi la lumière rouge et la lumière orangée qui aurait une stimulation des fibroblastes et qui faciliterait la cicatrisation. Je ne suis pas dermato, donc je ne rentrerai pas dans le détail,
Mais encore une fois, on s'aperçoit que l'influence de la lumière a été sous-estimée et qu'elle n'a pas été apprise dans les études de médecine. Moi, je sais que j'ai appris ça a posteriori dans mes études dans les années 2000, mais pas quand j'étais en médecine pendant 10 ans. Donc, cette notion de lumière et de caractéristiques sont maintenant relativement nouvelles dans le monde médical. Alors, quand les insomnies sont d'origine hormonale, que faire? Bonne question aussi. Il y a beaucoup d'origines hormonales, notamment chez les femmes, qui manifestent plus des choses qui sont, je dirais, assez naturelles, puisque déjà, il y a des notions de cycle qui vont arriver. Il y a la ménopause, les insomnies qui sont liées à la ménopause, qui sont bien identifiées, et sur lesquelles il faut avoir une approche globale. Et puis, on sait que sommeil et thyroïde, ça ne fait pas bon ménage. Donc, les gens qui sont hypothyroïdiens, notamment plus les femmes que les hommes, eh bien, il faut réfléchir sur ces notions-là. Donc, quand les gens ont des problèmes de sommeil, c'est vraiment une approche globale qui touche à la fois la personne et son environnement, et puis notamment aussi sa génétique. Et avec on vérifie toujours si les hormones sont clairement bien équilibrées. Je pense, et là c'est pour tout le monde que j'en parle, pensez à votre fer, mesdames, notamment la ferritine, pensez aux hormones thyroïdiennes et pensez à la vitamine D. Et là on va rejoindre le soleil, puisque le soleil est aussi, par sa lumière, va transformer la vitamine D pour qu'elle soit exploitable pour votre organisme. Alors, j'ai d'autres questions. Quel pourcentage type de la population va être sensible à l'hypnose? Ça serait une étude à faire, intéressante, épidémiologique. Moi, je pense que, intuitivement, pour répondre à votre question, la population qui va être sensible à l'hypnose, c'est les jeunes. Parce que les jeunes perdent, par notamment l'emploi de ces smartphones, la possibilité de passer d'un état à un autre. Cet état de transition entre la vie active et la vie inconsciente, eh bien, dans les populations jeunes, on est souvent devant un écran. Alors oui, il y a le night shift, vous avez peut-être entendu parler, c'est de changer la couleur de l'écran, mais en fonction de ce que vous faites sur l'écran, vous continuez aussi à stimuler la vigilance. Donc cette population de jeunes qui demandent aussi du cocooning, je pense que ça pourrait être tout à fait intéressant pour qu'ils soient sensibles à ce type de produit. Alors, si on dort avec la lumière allumée toute la nuit, est-ce que le corps produit la mélatonine toute la nuit? Alors, c'est une vraie question. Normalement, la mélatonine ne peut être sécrétée d'une manière maximale que dans l'obscurité. Maintenant, si vous avez cette lumière orangée qui n'est pas centrée sur les yeux paupières fermées, c'est-à-dire même si les gens ils vont se tourner pendant le sommeil, ils ne vont pas être dans le bain lumineux de la lumière orangée, vous avez quand même une production de mélatonine. Ce qu'on n'a pas avec une lumière blanche enrichie dans le bleu. Donc il y aura quand même de la mélatonine, mais idéalement, ce qu'il faudrait, c'est refaire du crépuscule, c'est-à-dire avoir la possibilité d'avoir cette lumière qui descend progressivement et qui va s'éteindre doucement au même moment où vous rentrez dans la nuit. Alors, la lumière bleue des smartphones, est-il vrai que la production-sécrétion de mélatonine atteint un pic plus important si on s'endort avant minuit? Ce que je sais, moi, c'est que le pic, il est maximal entre 2h et 4h du matin. Ce qui est vrai, c'est que ça, c'est pour une population générale. Vous avez 25% de la population qui ont une période de l'horloge biologique courte. C'est-à-dire qu'au lieu d'être centré sur 24 heures, l'espèce humaine, finalement, elle est plus à 24h15, et ça, c'est des études très récentes. Et il y a quand même, à cause d'un gène qu'on appelle le PER2, c'est génétique, 25% qui sont d'ailleurs plutôt des couches-tôt et des lève-tôt, et qui vont avoir une production de mélatonine qui va se faire, c'est vrai, avant minuit. Mais ce n'est pas toute la population. Donc, il y a une distribution génétique qui fait que, globalement, pour l'ensemble de la population, on a un pic de mélatonine qui va être aux alentours de, en gros, minuit, 4 heures du matin. Les gens du soir, ça sera plus vers les 3-4 heures du matin. Les gens du matin, ça sera plus vers minuit. Alors, combien de temps doit durer l'exposition au luminaire pour manifester un effet sur le corps? Je dirais, dans une histoire comme ça, ce que nous on fait en luminothérapie, là je vous parle en tant que médecin,
on sait qu'il faudrait théoriquement avoir une exposition au minimum d'une demi-heure. Il faut le voir aussi au niveau sociologique, c'est-à-dire que quand on est autour d'un feu, quand on est autour d'un luminaire sympa, qui a une belle lumière, c'est aussi pour discuter, pour parler, pour communiquer et socialiser, je dirais. Et donc, scientifiquement, on sait qu'une exposition d'une demi-heure est une exposition valable. Maintenant, ça doit durer ce que ça doit durer. L'important, c'est que le cerveau ralentisse, que le cerveau ait du plaisir à rentrer dans le sommeil. Une des causes les plus fréquentes d'insomnie, c'est les gens qui ont peur de la nuit, qui ont peur de s'endormir et qui se disent souvent pourvu que je dorme. Et là, généralement, ça marche très bien pour justement déclencher des insomnies, ce qu'on appelle d'endormissement. Donc, je dirais ce bain de lumière, il ne faut pas trop le chronométrer, il faut laisser faire le cerveau. Il est généralement assez intelligent pour rentrer dans le sommeil plus facilement. Peut-on mettre le luminaire dans les chambres des nourrissons comme veilleuse? Je préfère mettre le luminaire hypnose plutôt que d'autres principes qui sont sur la lumière bleue. Quand on me pose la question, et notamment chez les très jeunes enfants, c'est vrai que d'avoir un ray de lumière ou une lumière, ça rassure. Il faut savoir que la lumière à l'intérieur déjà du ventre de la maman, ben, elle est perçue par le fœtus et par celui qui va naître. Et donc ça continue. Et donc l'horloge biologique qui va se mettre en place, elle va se mettre en place au bout quand même de quelques mois, hein, puisque le nourrisson est sur des rythmes qu'on appelle ultradiens qui durent en gros entre 1h30 et 3 heures, d'où les éveils d'ailleurs pendant un certain temps, un certain nombre de mois. Et on va rentrer dans le rythme circadien, c'est-à-dire le rythme je dors la nuit et je suis vigilant le jour. On va rentrer à partir du moment à 2-3 ans, avec une différence d'ailleurs entre les garçons et les filles. Donc, pour répondre à votre question, pourquoi pas, mais à faible intensité, ça rassure, et puis progressivement, il ne faut pas oublier qu'on est lié quand même à cette lumière solaire avec le crépuscule, c'est la fin de la journée et c'est le moment de partir. Et ça dépend des enfants, mais préférez de toute manière ce type de lumière et cette luminosité et cette couleur à des lumières bleues qui sont agressives. Oui, pour nourrisson, cadeau de naissance pour petit-fils, ok. Alors, hypnose peut être utilisée dans une chambre d'enfant en mode veilleuse. Oui. Est-ce que l'exposition luminaire a un intérêt en pleine journée pour des micro-siestes? A priori, non. Tout simplement parce que quand vous êtes en pleine journée, il y a une intensité lumineuse de la journée qui fait qu'on n'a pas la longueur d'onde adéquate. Les siestes efficaces, c'est entre 13h et 16h au niveau chronobiologique, et c'est des siestes courtes. Et uniquement d'avoir les yeux fermés, une certaine respiration, il se passera ce qui se passera. On n'est pas obligé de dormir d'ailleurs pour faire des siestes. Et je pense que l'exposition pour des siestes serait intéressante dans des univers confinés. Je pense notamment dans le monde du travail, où des espaces de récupération seraient tout à fait intéressantes. Mais là, il faut des salles qui soient déjà dans le côté sombre et qui permet aux lumières et à hypnose notamment de faciliter l'endormissement. Mais n'oubliez pas quand vous faites des siestes de mettre un chronomètre, une alerte, parce que si vous rentrez dans le sommeil lent profond, directement, c'est très difficile d'en sortir et on appelle l'inertie du sommeil, c'est très désagréable. Alors, est-ce que l'effet ne peut pas être, ça je ne sais pas, le lien n'est pas aperçu de suite, pourquoi et au bout de combien de jours a-t-on des résultats? Oui, alors, ça peut être dû au fait que l'horloge biologique a une périodicité de 3 semaines. Et donc, quand vous changez l'environnement lumineux, de manière à inverser éventuellement l'horloge biologique, il faut 3 semaines. C'est d'ailleurs classiquement ce qu'on a en vacances quand on prend des 3 semaines de vacances. La première semaine, les gens dorment énormément parce qu'ils doivent récupérer d'une dette de sommeil chronique. La deuxième semaine, ils rentrent dans un rythme qui leur est propre. La troisième semaine, il y a une phase d'anticipation de retour au boulot. Et on sait clairement que l'horloge biologique a 3 semaines. On le voit pour le décalage horaire. Décalage horaire, lorsqu'on va vers le soleil, eh bien, pour 1 heure de décalage, il faut une journée pour s'adapter. Donc on peut comprendre que si vous modifiez l'environnement lumineux, ça mettra un petit peu de temps pour que ça puisse être utile. Ma question n'a pas eu de réponse. Marie-France. Alors Marie-France, elle dit quoi à Marie-France? Excusez-moi.
Ah, exact, j'ai sauté la question, elle est intéressante. En avançant dans l'âge, la question de Marie-France, la production naturelle de mélatonine est-elle toujours aussi importante? La réponse est non. C'est vrai qu'à partir de, relativement vite, hein, à partir de l'âge de 35-40 ans, la production de mélatonine a tendance à diminuer avec l'âge, et notamment chez la personne âgée, vous avez une production qui peut être vraiment plus faible. C'est pour ça qu'il y a eu un médicament hein, qui a été accepté, qui a eu l'AMM, qui montre que pour des insomnies chez les personnes âgées de plus de 55 ans, la production de mélatonine en retard facilite non pas l'endormissement, mais la qualité du sommeil, parce que justement, on compense cette baisse de mélatonine qui est liée tout à fait exacte à l'âge. Alors, je reprends. 20 minutes. Il arrive qu'on a une pointe d'endormissement qui ne dure que quelques secondes. C'est sur la question sur la sieste. Puis on se réveille d'un coup, on a l'impression qu'on a dormi une nuit entière. On se trouve en pleine forme. C'est la même situation avec le soir lorsqu'on va se coucher pour la nuit. Spontanément. D'accord. La question de Nicole, c'est en fait la sieste qui dure peu de temps, hein, généralement fait moins de 30 minutes, la sieste flash, parfois vous laissez partir, et ensuite, les études le montrent bien, notamment dans notre labo, on a fait pas mal d'études là-dessus, on retrouve de la vigilance pendant 3 heures. Ça, c'est très intéressant, parce que ça permet de bien finir la journée, et ça ne pose pas de problème pour l'endormissement la nuit d'après, parce que c'est des siestes courtes, et qui se font dans une heure chronobiologique compatible entre, en gros, 13 heures et 16 heures pour notamment les gens du soir. La problématique, elle arrive que quand on est par exemple devant la télévision à 21 heures et que vous vous endormez et qu'il va falloir se réveiller pour aller se coucher et se changer et ainsi de suite. Et là, souvent, les gens disent « j'ai plus sommeil ». Et donc, c'est vrai qu'il faut résister à cette petite sieste ou cette petite flash qui va arriver vers les 21 heures généralement, 21h, 22h, souvent au début d'un film ou d'une série pas très intéressante, et qui va potentiellement vous créer une insomnie d'endormissement quand il s'agit de changer de lieu. Donc, si possible, résistez à ça et essayez d'avoir cette pression du sommeil maximale pour basculer dans le sommeil d'un coup. Voilà. Quelle est la clé d'un bon sommeil, docteur? Ah, alors, ça c'est une question de Thibaut. Je vais répondre avec ce que les jeunes de Monaco nous ont répondu quand on leur a expliqué ce que je viens de vous expliquer avec les questions qui sortaient un peu dans différents points. D'abord, c'est penser positif. Le sommeil doit être un plaisir. Et donc, si on répond d'un point de vue très concret, c'est soyez adapté au type de dormeur que vous êtes. Le type de dormeur que vous êtes, ça veut dire est-ce que je suis un moyen dormeur, un long dormeur, un court dormeur, mais est-ce que je suis du matin, est-ce que je suis du soir, est-ce que je suis intermédiaire? C'est la conjonction des deux, c'est-à-dire à la fois votre qualité de dormeur, mais aussi votre horloge biologique, qui va faire que vous allez avoir votre compte de sommeil. On ne peut pas dire aux gens, faut dormir 8 heures. Si vous dormez pas 8 heures, c'est pas bon. C'est valable pour certaines personnes, mais il y en a qui ont besoin de 9 heures, il y en a qui ont besoin de 6 heures. On sait qu'entre 6 heures et 9 heures, ça va. Donc, ça veut dire que si on est positif, dans la bande dessinée qu'a fait les petits jeunes de Monaco, c'était la bonne durée. C'était le bon environnement. Et dans le bon environnement, la lumière est clé. Avoir une lumière qui vous endort, avoir une lumière qui vous réveille, hein, plutôt que du rap ou des choses de ce style-là qui ne sont pas toujours très agréables à l'oreille et puis pour les gens qui sont autour. Ça veut dire aussi des bons comportements. Qu'est-ce que je mange? Et ainsi de suite. Mais être dans quelque chose qui fait que vous allez avoir, et c'est peut-être le conseil le plus important, des horaires de coucher et de lever le plus régulier possible. Voilà. En plus, de ne pas se culpabiliser si on n'a pas bien dormi une nuit, ça c'est une chose qu'on peut dire. C'est pas parce que vous avez dormi mal une nuit que vous allez être mauvais le lendemain, soit en termes d'humeur ou en termes de performance, pour les gens qui sont dans la performance. Il est parfois, il faut savoir que l'espèce humaine, elle est liée aussi à l'environnement et on ne sait pas pourquoi, mais les soirs pleins de lune, eh bien, les gens dorment moins bien. Ils ont une qualité de sommeil qui est moins bonne. Mais c'est ce qui permet d'apprécier les nuits quand elles sont bonnes. Voilà. Donc, pensez positif, pensez régularité des horaires, régularité des rituels basés sur la nutrition, sur la lumière, voire même sur l'activité physique. Alors, la lumière ambrée favorise-t-elle la production de mélatonine jusqu'à qu'elle n'ait pas contient de bleu ou parce qu'elle est ambrée? Parce qu'elle ne contient pas de bleu.
Voilà, ça c'est clairement identifié. C'est vraiment le photon bleu qui bloque la sécrétion de mélatonine. Les deux premières fonctions, blanc chaud, peuvent-elles être utilisées en éclairage de jour? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Dans une histoire comme ça, il n'y a pas de souci, encore moins de soucis de type ophtalmo, il n'y a pas de souci. Alors, concernant l'humeur, peut-on recommander hypnose en structure salle d'attente? Chez le dentiste, ça serait bien. Parce que des lumières un petit peu trop vives réaugmentent la réactivité, ce qui n'est pas toujours très bon. Tout à fait, moi je pense que c'est une bonne remarque, hein, d'avoir des structures de salle d'attente pour calmer les gens, d'avoir une lumière un petit peu de type hypnose, c'est une bonne réflexion. Lorsque les personnes sont sous médicaments pour dormir, comment l'hypnose peut prendre le relais? Alors là, on est sur la question sur le sevrage, et très clairement, il faut être accompagné. C'est-à-dire que c'est difficile le sevrage. Alors d'abord, quel type de médicaments? Parce que je ne rentrerai pas dans le détail, parce que dans les médicaments pour dormir, il y a les somnifères, il y a les anxiolytiques, il y a les antidépresseurs. Il y en a qui amènent beaucoup plus de problèmes de sevrage. Et toutes ces notions de thérapeutique alternative doivent se faire en ce qu'on appelle un phénomène de phasing. Et généralement, il faut être accompagné de gens et le faire très progressivement. Ça peut prendre quelques mois, hein, il faut le savoir, quand on est sous médicaments depuis longtemps. Alors, hypnose peut-il avoir un effet sur, ça va un peu vite là, sur un manque de sommeil causé par la dépression? Je pense que ça peut être un élément sécurisant sur des nouveaux comportements. Lorsqu'on a fait une méta-analyse sur l'ensemble des troubles du sommeil dans la population occidentale, on s'aperçoit que les techniques cognitivo-comportementales ont une meilleure efficacité que les antidépresseurs sans les effets secondaires des antidépresseurs sur l'insomnie chronique de longue durée. Donc ça, c'est clair. Et dans ces techniques cognitivo-comportementales, c'est d'avoir un environnement qui met en place des rituels. Des rituels sur les heures de coucher, je vous l'ai dit, sur les heures de lever. Et le fait d'avoir un environnement sécurisant, notamment par la lumière, à la fois pour s'endormir, mais également pour partir du bon pied le matin, c'est vraiment des choses qui font partie de ces choses-là. Ce n'est pas des choses qui vont guérir d'une insomnie chronique de longue durée, mais qui font partie de cet arsenal comportemental. Pourquoi une ampoule de couleur ambrée ne ferait pas le même effet? Ben ça, je pense qu'il faut parler technique là-dessus. Qu'est-ce qui émane réellement en termes de longueur d'onde de la spécificité de luminaire hypnose? Je pense que des ingénieurs de type Thibault seraient tout à fait à même de vous répondre là-dessus. Ah, il y a une question sur les électrosensibles. Je ne sais pas. Les électrosensibles, je ne savais pas que ça existait. Et puis, en discutant avec de mes collègues, notamment des ORL, eh bien, on s'aperçoit que oui, il y a des gens qui manifestent une électrosensibilité. Je ne peux pas vous répondre sur l'hypnose et les électrosensibles. Je pense que là, on est dans un territoire encore peut-être à découvrir et à classifier. Alors, pour les personnes qui travaillent de nuit et dorment donc une partie de la journée, la mélatonine se produit à quel moment? Ben justement, c'est ça le problème. C'est que la mélatonine, eh bien, elle est faite d'une manière erratique et elle protège moins que lorsqu'elle est sécrétée normalement la nuit. Pour répondre à votre question, c'est notamment le gros problème des malvoyants ou des aveugles. Alors, il y a le travail de nuit et qui dorment une partie de la journée, mais encore une fois, dans des environnements lumineux qui ne sont pas très favorables extérieure à la production de mélatonine, et cette mélatonine va se faire un petit peu en libre cours et donc aura moins d'efficacité. C'est l'énorme problème des aveugles qui ne voient pas la lumière et qui ne l'aperçoivent pas, et donc eh bien, il y a des nuits où ils dorment bien parce que la mélatonine va être sécrétée au moment où il faut, et puis des fois elle va être sécrétée de manière totalement erratique, et on a beaucoup trop du sommeil chez les gens qui sont malvoyants ou qui sont aveugles, et c'est là où il faut vraiment normer les choses. C'est une des réponses que je peux vous donner. Alors, le matin, est-il utile d'utiliser une couleur particulière d'hypnose pour faciliter le réveil? Il faudrait voir au niveau du programme, des lumières qui soient plus énergétiques, oui, facilite. Alors, on n'est pas dans la luminothérapie qui c'est le blanc enrichi dans le bleu, mais à voir en fonction des programmes dont vous disposez. Alors, une collation pré-dodo glucidique, facile, léger, intéressant, contrer le cortisol, pouvant perturber le sommeil. La réponse est oui. Ça, c'est des études qui sont
faite sur l'influence de la nutrition sur le sommeil. Et ce que je sais, moi, ayant la chance d'avoir une femme nutritionniste et qui fait des études aussi là-dessus, notamment pour les marins qui vont partir pour le Vendée Globe, c'est que une collation juste avant de dormir glucidique facilite la montée d'un acide aminé sous sa forme libre qu'on appelle le tryptophane. Le tryptophane passe la barrière la barrière du cerveau très rapidement, en moins d'une demi-heure, parce qu'il est très disponible dans le sang. Il va se transformer en 5-hydroxytryptophane, qui est la sérotonine, qui est justement l'hormone du sommeil. Et qui va donc contrer ce que vous dites sur le cortisol, mais il n'y a pas que le cortisol, hein, il y a la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline qui sont les hormones de la vigilance. Hein. Et donc, oui, c'est une chose facile à donner comme conseil et qui est valable. Voilà. Je dois partir en déplacement le matin très tôt pour mon travail. Le soir, je tarde à m'endormir. Toute la nuit, j'ai les yeux fermés, l'impression que mon cerveau veille toute la nuit, donc fatigue toute la journée. Quelle explication pour éviter cela? Alors, ça, c'est généralement des gens très scrupuleux, avec un petit fond anxieux, et qui font la journée du lendemain dans leur tête pendant qu'ils dorment. Et je dirais, c'est relativement classique, et c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, dans le sens que demain, vous serez bon, pas penser que ça va être catastrophique. Par contre, si ça dure et si vous avez des journées comme ça à répétition, la dette de sommeil qui s'installe va être chronique. Par contre, pour éviter ça, les techniques respiratoires, les techniques de base de sophrologie, voire même les techniques de méditation, sont des techniques intéressantes, mais ça s'entraîne et ça s'applique, et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, quelle est belle la nuit après. Ok, c'est vrai. Ça veut dire que c'est une nuit de récupération. C'est plutôt une bonne chose. Un mot sur l'intérêt de Chronos le jour. Voilà. Alors, avec Lucie Bell, on avait mené une étude à l'Hôtel Dieu, mais en situation de travail, où là, c'est pas hypnose. Ça s'est fait donc avec les gens de l'INSERM de Lyon, qui, on s'est dit, finalement, quand est-ce qu'on a la situation la plus optimale pour que les gens puissent physiologiquement bien travailler, sans être forcés comme des poulets de batterie ou mal éclairés. Et donc, on a, grâce à une technologie qu'on appelle Chronos, reproduit une lumière d'été du 21 juin, c'est-à-dire une lumière des Alpes, parce que la personne étant de Lyon, elle a reproduit ça en fonction de ce qu'elle connaissait, et qui permettait de recréer une journée d'été pour des gens qui travaillaient, et on a utilisé ça donc sur plusieurs collaborateurs en comparaison. Et la conclusion, une des conclusions intéressantes, c'était que il est normal d'avoir une hypovigilance pendant qu'on travaille en situation professionnelle vers les 14 heures, mais on s'est aperçu que d'être sous cette lumière qui reproduisait le plus fidèlement possible une lumière d'été, même l'hiver, ça s'est fait en novembre, hein, cette étude, au moment où justement la lumière du jour commence à manquer, eh bien, la vigilance à 14 heures était restaurée comme les gens qui arrivaient à 10 heures. C'est-à-dire qu'on avait augmenté le seuil de vigilance, donc les gens avaient une baisse de vigilance, mais comme on partait de plus haut, eh bien, cette baisse de vigilance n'était pas préjudiciable, à la fois au niveau de la productivité pour les gens, mais aussi pour leur bien-être. Ils avaient aussi la possibilité de récupérer, mais d'une manière beaucoup plus physiologique. Voilà. Bon. D'autres questions? A priori, vous êtes totalement endormi. Il est temps de se mettre sous Chronos, hein, il est 8 heures. Ok. Je vois qu'il y en a une personne qui s'est endormie. Ok. Tant mieux. C'est bon. Ok. Bon, voilà. Merci. Merci Thibaut et merci Natacha d'avoir organisé ça. Bon, j'ai parlé 10 minutes de plus tout seul dans le désert, mais c'était pas un problème. C'était un plaisir aussi d'avoir vos questions.
Et une dernière question qui n'est pas idiote, c'est l'intensité de la lumière ambrée a une importance? La réponse est oui. Parce qu'on a parlé de la longueur d'onde, mais diminuer l'intensité, c'est aussi important pour bien, bien partir dans le sommeil.